Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle story. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de X-Men l'ère d'Apocalypse qui ressort en omnibus au mois de février 2021. Omnibus grand format, là c'était la version précédente, c'était la version petit omnibus qui avait cartonné et qui ressort donc, vous savez, dans le grand format, ce grand format de luxe et qui rencontre déjà un succès puisque les précommandes sont très importantes et que l'intérêt ne désemplit pas et ne dégonfle pas pour cette série. Alors j'ai voulu revenir sur l'ère d'Apocalypse parce que c'est quelque chose qui a marqué l'histoire des X-Men et marqué l'histoire des comics. Nous sommes en 1995. Et nous sommes déjà loin de l'ère Jim Lee, Chris Claremont, Will Sportaccio, Todd McFarlane, toute cette ère des auteurs partis en 91-92, formés Image Comics avec des séries comme Spawn, comme Wildcats qui ont cartonné. Marvel a dû se réinventer, a dû faire passer des scénaristes débutants au rang de superstars comme Scott Lobdell ou Fabian Nicieza et ils ont dû trouver des nouveaux artistes pour essayer de mettre leurs pieds dans les pantoufles ou dans les chaussures de ces grands auteurs partis. Et une nouvelle génération d'auteurs a émergé à ce moment-là. Donc on l'a dit, ces scénaristes stars et ces nouveaux dessinateurs, je pense à Joe Madureira bien entendu, mais aussi à Chris Bacalo, je pense à Steve Skroce, aux deux frères Kubert, Andy Adam Kubert, Tony Daniel, Salvador Larroca, tous ces auteurs qui continuent de nous faire plaisir et de nous offrir les meilleurs comics étaient donc déjà présents à cette époque. Et donc c'est à eux qu'on a confié les rênes de cet événement qui a vraiment changé le cours de l'histoire des comics et qui vraiment était nouveau. Parce qu'il faut savoir que ce qui a été tenté à cette époque-là était quelque chose de complètement et totalement nouveau. Alors dans les pages de X-Men et Uncanny X-Men, les deux séries, et sous la forme d'un prélude qui s'appelle Legion Quest, qui est sorti en France sous le nom Prélude à l'ère d'Apocalypse, que je vous invite à découvrir, dessiné notamment par Andy Kubert et par Roger Cruz, toujours sur un scénario de Lobdell et Nicieza. Et bien, dans ce prélude, on pose les graines, on crée un petit peu ce que va être cet univers. Légion, c'est lui, vous savez, il y a une série sur lui à la télé. Légion, le fils du professeur Xavier, décide d'aller voyager dans le passé pour aller tuer un Magneto jeune. À l'époque où Magneto et Xavier étaient amis, étaient alliés, où les X-Men n'avaient pas encore été créés et où, on va dire, Magneto ne s'était pas encore radicalisé. Eh bien, Légion décide d'aller dans le passé pour tuer le jeune Magneto. Un petit peu comme vous savez, ces discussions qu'on peut avoir, soit entre amis, soit autour de gens à table ou lors d'un dîner. Si on avait une machine à voyager dans le temps, qu'est-ce qu'on ferait? Et certains répondent, j'irais dans le passé pour tuer Adolf Hitler quand il était enfant. Eh bien, cette discussion, on l'a vu dans des films, on l'a vu, elle fait partie de la culture populaire. Eh bien, en partant de cet adage, Magneto, qui était quand même à l'époque, même si ça a bien changé, la menace à abattre, Légion décide d'y aller. Dans ces pages, vous allez découvrir que ça ne se passe pas comme il avait prévu et au lieu de tuer Magneto, il tue Xavier. Donc le rêve de Xavier explose, nous sommes dans le passé, hein. Le rêve de Xavier explose et les X-Men ne sont jamais créés ou alors créés différemment et l'équilibre de la force, j'ai envie de dire, entre les humains et les mutants n'est pas établi puisque Xavier n'est plus là pour rétablir évidemment cet ordre-là, tel un chevalier Jedi qui, grâce à sa sagesse et sa force, arriverait à créer un équilibre. Et donc, Apocalypse, qui est un des grands méchants des X-Men depuis de nombreuses années, eh bien, prend le pouvoir et crée un monde un post-apocalyptique, pour le coup, ça vaut vraiment le coup de le dire, et donc crée un univers complètement parallèle dans lequel c'est lui qui domine, dans une Amérique déchirée, dans un monde déchiré, où les X-Men existent mais ils sont différents, vous allez le voir, et dans lequel Magneto dirige cette équipe de X-Men qui tente de survivre et faire survivre l'humanité dans un chaos très très organisé. Alors, ça c'est pour le pitch de départ et vous allez découvrir que ce n'est que le début évidemment de cette saga qui fait plus de 1000 pages, hein, je le rappelle, hein, énorme pavé, parce que toutes les séries X-Men ont été concernées. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette série date d'une époque où Internet n'existait pas,
pas de téléphone portable, pas d'iPhone, pas de smartphone, pas de Samsung, pas de Huawei, pas de Xiaomi, pas de buzz sur internet, pas de spoiler, pas de rumeurs, et surtout très peu d'informations en amont de ce qui va sortir. Quand on allait acheter nos BD, nos comics dans les années 90, eh bien on ne savait pas ce qui allait se passer dans le prochain numéro. On n'avait jamais accès aux informations éditoriales, aux sollicitations, à toutes ces choses-là. Donc on ne savait pas. Et donc là, le génie, c'est d'avoir gardé et tenu secret cet univers-là. Et donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on lisait les X-Men à l'époque, Uncanny X-Men et X-Men, et du jour au lendemain, les séries se sont arrêtées. Xavier est mort, les séries sont mortes, fin de l'histoire. Oh, bam! À l'époque, on se prend une espèce de balle hallucinante, et le mois suivant, qu'est-ce qu'on trouve? À la place des X-Men et des Uncanny X-Men, 2 nouvelles séries X-Men. Et là, on fait waouh, c'est génial. Donc, on a Amazing X-Men notamment, et Astonishing X-Men, les 2 nouvelles séries X-Men. Et puis, toutes les séries changent de nom. Wolverine devient Weapon X, Excalibur devient X-Caliber, X-Factor devient Factor X, X-Man, Cable devient X-Man. Toutes les séries changent de nom et c'est un nouveau numéro 1. Et là, on se dit, à l'époque, on ne savait pas ce qui allait se passer. Il faut vraiment se remettre dans le contexte de ce qui allait se passer. À l'époque, on se retrouve dans une situation où on se dit, bah ça y est, les X-Men qu'on connaissait, c'est fini. Les X-Men de papa, les X-Men qu'on connaît depuis John Byrne, Dave Cockrum et tout ça, c'est terminé. Le nouveau postulat de départ, c'est les X-Men tels que vous les voyez là. C'est ce monde complètement fou, dominé par Apocalypse, voilà. Mettant, voilà, je me souviens de ce visuel-là. Moi, j'étais allé dans une boutique, j'habitais à Montpellier à cette époque-là, et je me souviens de ce visuel-là, et je m'étais dit, mais c'est pas possible, enfin, c'est absolument dingue de se dire, regardez ce dessin de Joe Madureira, voilà les X-Men, voilà Wolverine, il est sauvage, il a plus qu'un bras, enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est surtout qu'il n'était pas question, dès le départ, d'un retour à la normale. Pour nous, c'était l'univers tel qu'il était, ça y est, l'univers d'avant, Charles Xavier est mort, n'existe pas. Et donc à partir de là, les X-Men, à partir de ça, c'est maintenant. Il aurait pu y avoir un rejet total de la part du lectorat, et bien ça a été adopté. Et ça a été absolument à la fois un pari fou et un pari réussi, puisque arrêter tous les titres, prendre ce risque-là, relancer, créer la surprise, donner l'envie, mettre les bons auteurs dessus, Lobdell, Nicieza, Mark Waid, et puis Bacalo, Steve Skross, on l'a dit, Joe Madureira, Tony Daniel, Salvador Larroca, Carlos Pacheco, tous ces auteurs ont mis tout leur talent au service de ce comics et c'est devenu culte du jour au lendemain. Donc Génération X est devenu Génération Next, par exemple. Ça fait partie des choses que je voulais vous dire. Donc voilà, donc on part sur cette nouvelle donne. Et là, il y a une excitation folle. Il y a un vent de fraîcheur. On se dit, waouh, putain, les X-Men, c'est cool. Et c'est le vent de fraîcheur qu'on attendait, puisque suite au départ de Jim Lee, Will Sportaccio, Marc Silvestri, de tous ces auteurs mythiques de Marvel, on avait besoin de quelque chose d'étonnant. Les X-Men ont toujours su se réinventer et ont toujours su nous étonner. Et là, on était vraiment sur une saga vraiment incroyable. Alors aujourd'hui, on le sait, hein, l'ère d'Apocalypse, c'est le meilleur univers alternatif créé. Ça n'a jamais été égalé à ce jour. Et c'est vraiment quelque chose d'étonnant. C'est une réussite éditoriale à tout point de vue, et on la doit à Bob Arras. Bob Arras, c'était le grand éditeur des années 80-90 chez Marvel. Bob Arras, il a redistribué les cartes, il a donné un grand coup de pied dans la fourmilière, et là, il a dit on fait des numéros 1. Et à l'époque, là, des numéros 1, il y en a tous les 2 ans ou tous les ans maintenant. Mais à l'époque, il n'y avait pas de nouveaux numéros 1. Et ils avaient tué les séries historiques pour lancer des nouvelles séries. Il y avait un pari fou, et comme je vous le dis, on ne savait pas qu'on allait revenir évidemment à quelque chose de beaucoup plus normal, et on a réussi à retourner évidemment à quelque chose de plus normal. Il a créé un univers, il a réuni des talents, il y a eu des idées, et puis ce qui a noté aussi, c'est la qualité tout au long de l'ensemble des séries. Je vous ai donné le nom des dessinateurs. Chris Bacalo sur Génération Next, les 4 épisodes sont dingues. Le travail de Joe Madureira sur Astonishing X-Men est fabuleux. Le travail de Andy Kubert sur Amazing X-Men est complètement dingue. Enfin, on est vraiment sur un niveau de talent vraiment génial. Je vous montre un petit peu à quoi ressemblent les séries après.
Parce que c'est vraiment quelque chose d'absolument énorme, et je trouve que ça fait partie de ces choses qu'il faut avoir lu. Ken Lashley aussi, j'ai oublié de citer comme auteur. Voilà, ça c'est du Génération Next par Chris Bachalo, avec une réinvention totale de l'univers des X-Men. Voilà, Génération Next. C'était vraiment à lire, absolument génial, et vous allez pouvoir le redécouvrir dans l'omnibus qui ressort. Ça c'est vraiment étonnant. Les épisodes de Andy Kubert sur Amazing X-Men, on en a parlé. Le travail incroyable de Andy Kubert sur Wolverine, Weapon X, le travail de Steve Epting qui avait son style des années 90, qui n'est pas encore le grand Steve Epting, mais qui fait un travail incroyable sur Factor X. Voilà, du talent, de l'énergie, vraiment de l'envie, et ça a été vraiment, comme je vous l'ai dit, un pari plus que fou. C'est d'autant plus étonnant, je vous le dis, que le succès a été évidemment très bien gardé, le secret a été très bien gardé, parce que personne ne savait ce qui allait se passer, et personne ne savait comment tout ça allait se terminer. Donc merci Bob Arras, et bravo, parce que vraiment il a été l'architecte de tout ça, et il faut souligner le travail des éditeurs, bien entendu. Alors, après 4 mois de cette parenthèse enchantée, j'ai envie de dire, après 4 mois, il y a eu un retour à la normale, parce qu'évidemment, il y a eu un épisode alpha, un épisode oméga, comme souvent dans les crossovers, donc le X-Men Age of Apocalypse alpha et le X-Men Age of Apocalypse oméga. Le premier ouvrait l'univers, le deuxième l'a refermé, et après on est revenu aux épisodes d'X-Men, aux épisodes de Génération X, aux épisodes de Wolverine, avec l'ancienne numérotation, et on a refermé la parenthèse. Mais on n'a jamais vraiment oublié, bien entendu, tout ce qui s'est passé, puisqu'il y a très souvent, Marvel a fait des retours dans cette ère d'Apocalypse. Ils ont souvent fait écho à cette ère d'Apocalypse, parce qu'ils n'ont jamais vraiment oublié, et c'est surtout qu'ils n'ont jamais réussi à proposer un univers parallèle sur les X-Men aussi riche, aussi bien mené, aussi bien pensé, et aussi maîtrisé de bout en bout. Je pense que depuis 30 ans, Marvel essaye, 25 ans, essaye de nous reproposer quelque chose comme ça, mais il n'y arrive pas, parce que c'était tellement, la barre était tellement haute et c'est tellement génial que en refaire, ce serait que faire de la copie ou faire des choses qui existent déjà, donc ce n'est pas intéressant. Alors certains personnages ont été intégrés, vous le savez peut-être, dans les X-Men, notamment, vous le savez, X-Man était une version jeune de Cable, et il a eu droit, la série a continué après Age of Apocalypse, parce que quand l'univers Ultimate s'est refermé, eh bien, il y a certains personnages qui ont réussi à passer, notamment dans la réalité normale, notamment X-Man, donc un personnage qu'on a beaucoup moins vu ces dernières années, mais qui était vraiment très intéressant. Il était dessiné par Steve Skroce, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était vraiment étonnant, il y a vraiment eu des choses. Ils sont revenus plein de fois chez Marvel, il y a même eu The New Age, ça n'a jamais été réédité en France, je crois. Ça a été édité, mais je ne sais pas si ça a été réédité. The New Age of Apocalypse, Chris Bachalo était revenu sur le truc. Alors il y a une série de one-shot fait par Lobdell, Larry Hama avec Paco Benida, Talon Caldwell ou Mark Brooks au dessin, avec ce sont des histoires autour de l'ère d'Apocalypse qui ont été éditées dans les années suivantes, et ça fait toujours plaisir de replonger là-dedans. Moi je suis ravi d'avoir ce TPB avec évidemment plein d'auteurs, et puis il y a la série, donc il y a la série de one shot, et après il y a la série dessinée par Chris Bachalo, d'une série que tout le monde a oublié. Et donc c'est Akira Yoshida qui scénarise, et c'est Chris Bachalo qui dessine. Quel plaisir de revoir Chris Bachalo dans cet univers dans Ultimate, j'allais dire, dans cet univers de l'ère d'Apocalypse, avec bien entendu le Wolverine avec un bras, etc. Regardez, c'est vraiment génial de revoir tout ça. Donc ça, il faudrait que le rééditer à un moment également, si vous voulez mon avis, parce que je pense qu'on a tous à y gagner. Ce retour vers l'âge d'Apocalypse avait été, si vous voulez mon avis, assez savoureux. Il y a eu d'autres tentatives de Marvel de faire des choses comme ça. Je pense à, ça c'est sorti en version française, c'est disponible, ça s'appelle l'ère d'X. À la fin du run de Mike Carey sur les X-Men, on lui a laissé un petit peu carte blanche pour créer son propre univers, et il l'a créé. Alors les couvertures étaient très chouettes, parce que c'est Olivier Coipel qui faisait les couvertures. Graphiquement, il y avait un très bon dessinateur, puisqu'il y avait Clayman qui cartonne de nos jours sur la série Batman Catwoman. À l'époque, il n'a été pas encore le grand dessinateur qu'il est aujourd'hui, mais
il avait déjà un talent et moi c'est un dessinateur que j'aimais déjà. Mais la sauce n'a pas pris, c'est pas aussi bien, c'est bien, hein, ça se lit, je l'aime bien la voir, je suis content de la voir, mais c'est pas aussi bien que l'ère d'Apocalypse. Donc ça s'appelle l'ère X, Age of X en anglais. Et il y a eu aussi un autre truc qui s'appelle Age of X-Man, qui est inédit en français. Alors c'est étonnant que Panini n'ait jamais sorti encore le Age of X-Man. C'est le retour de Age of X-Man de X-Man justement, donc le jeune Cable de l'ère d'Apocalypse, qui est dans notre donc il a disparu pendant quelques années, il revient, ils l'ont un peu vieilli et il revient comme Jésus quoi. Et c'est un peu un prophète, c'est un peu un messie et donc du coup ça crée une nouvelle réalité parallèle donc qui est sorti en VO mais qui n'est jamais sorti en VF pour l'heure. Donc voilà. Donc on est vraiment il y a eu d'autres tentatives mais aucune de ces tentatives n'a été aussi bonne que l'original parce que l'original elle a tout dit, elle a tout posé et elle nous a raconté cette histoire merveilleuse. Il y a des dessinateurs que j'adore, Roger Cruz, je ne sais pas si je l'ai cité, mais voilà. Donc voilà, donc la boucle est bouclée. Ça fait partie des très très grands classiques, ça fait partie des meilleurs crossovers avec Inferno des X-Men. C'est vraiment étonnant et je voulais vraiment vous sensibiliser par rapport à tout ça parce que c'est vraiment étonnant le travail de Joey Madureira sur la série avec les X-Men, avec Malicia et dingue. Joey Madureira a fait des merveilles absolues. C'était vraiment dinguissime. J'ai adoré évidemment découvrir ce dessinateur et le suivre en 1995 sur cette série. Et voilà, on nous a régalé. Je vous l'ai dit, Carlos Pacheco aussi a fait un travail de dingue sur la série Univers X qui comptait 2 numéros, qui est dans l'omnibus bien entendu. Et donc voilà, donc c'est vraiment une révélation et c'est vraiment étonnant le travail de Roger Cruz sur l'alpha, sur le prologue. Moi j'adore parce que j'ai toujours été fan de Roger Cruz. Ça fait partie de ces très grands dessinateurs que j'ai toujours aimé. Et voilà, il y a une succession de talents, une succession de très grands dessinateurs et de très grands scénaristes. Et c'est pour ça aussi que Fabian Nicieza et Scott Lobdell font partie des très grands scénaristes parce que ils ont mené de manière générale et de main de maître cet événement qui a vraiment marqué. Alors, je vous l'ai dit, ça c'est l'omnibus en petit format. Moi j'ai l'omnibus en VO, donc l'omnibus VO il est grand format. Alors dans l'omnibus VO ils ont rajouté il y a le prologue. Hein. Nous on a le prologue, il est séparé en France. Donc voilà, c'est le grand format, hein, c'est le format des omnibus de luxe. Donc ça ressort en février. Si vous l'avez pas encore commandé, il faut le commander et il faut évidemment avoir lu avant le prologue. Alors il y a quelque chose que je voulais vous dire sur le prologue. Les gens gueulent en disant pourquoi le prologue est pas dedans. C'est une autre saga. C'est une autre saga. En fait, on ne pourra jamais avoir un bouquin avec tout, parce qu'il faudra un bouquin avec 600 épisodes des X-Men. Or, ce ne serait pas possible. Entre chaque crossover, parce que souvent les crossovers chez les X-Men, c'est pas des numéros spéciaux, c'est genre, dans la continuité, il y a X-Men 345, 346, et 347, et 348 et 349, par exemple, ce sont des épisodes de crossover donc, qui se mélangent avec d'autres séries. Si le crossover commence au 347, Panini ou Marvel vont éditer à partir pour regrouper l'ensemble du crossover dans un même bouquin. Mais vous n'aurez pas les épisodes d'avant, parce que les épisodes d'avant, vous les trouvez soit dans des intégrales Panini, ou soit dans des numéros que vous avez déjà en kiosque, etc. Donc quand on publie un événement, on publie les numéros de l'événement. Donc oui, il manque 5 numéros avant, 5 numéros après. Mais c'est pas 5 numéros qui manquent. Il manque 200 numéros avant ou 200 numéros après, puisqu'on ne peut pas tout publier dans le même bouquin. Donc là, quand vous prenez l'ère d'Apocalypse, en omnibus, vous avez l'ensemble des épisodes de l'ère d'Apocalypse. Il se trouve que Marvel aux États-Unis a rajouté les Legion Quest, donc le prologue, mais il n'était pas tenu de le faire parce que Legion Quest c'était une saga à part entière et que là en plus quand Panini l'a édité ils ont mis ce qu'on appelle des tie-in, des épisodes qui ont un rapport avec les Legion Quest mais qui ne sont pas Legion Quest. Donc on a plus que 4 numéros dans le prologue. Donc en fait oui, on a 1000 pages, mais oui, on aurait pu en avoir 1200, mais en fait, s'il fallait tout mettre pour savoir ce qui s'est passé 1 an avant, 2 ans avant, 3 ans avant, et ce qui va se passer 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, il faudrait 6000 pages. Et or, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire des livres de 6000 pages. Donc, il faut vraiment comprendre que vous n'aurez jamais de livre comprenant tout, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. En revanche, vous avez des éditions complètes parce que l'ensemble des épisodes autour de la saga l'ère d'Apocalypse est édité en omnibus, voilà. Donc, je vous invite vraiment à lire ça, le prologue, et qui est dès à présent disponible, hein, c'est important de le lire dès à présent. Je vous invite à prendre le prologue et je vous invite bien entendu à lire, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'ère d'Apocalypse. Moi il va se poser un vrai problème parce que je l'ai déjà, je les ai en single, je les ai en omnibus en VO, en omnibus en VF, et que c'est un petit omnibus et qu'il y a le grand omnibus grande taille qui sort.
Ah, je crois que je suis bon pour me le racheter. C'est ça les comics, c'est passer notre temps à racheter. En tout cas, bravo à Bob Arras, bravo à toute l'équipe éditoriale qui a fait de cet événement quelque chose de qualité. Voilà, vraiment, ça a marqué les X-Men à tout jamais. Ici, c'est réédité, réédité, réédité. C'est qu'il y a une raison, c'est que il faut plaire à des nouveaux lecteurs. Vous l'avez peut-être raté il y a 4 ans, le revoilà et vous allez peut-être le découvrir avec émotion, comme vous avez aimé la saga du clone et comme vous avez aimé tous ces trucs des années 90. Qui ont marqué l'histoire des comics. Je vous le dis, et je le pense, X-Men, l'ère d'Apocalypse, fait partie des plus grands récits des X-Men jamais édités. Je vous invite à le lire, et je vous invite à lire le prélude. Les deux sont disponibles sur originalcomics.fr. Salut. Ah, il me faut une main pour éteindre.